Bonjour à tous, bonjour Alain Cardon. Bonjour, Lorraine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors effectivement, je me présente à ceux qui ne connaissent peut-être pas encore ma chaîne YouTube, donc Lorraine M. Je suis Lorraine Mouyumba, coach de vie et d'aisance orale. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Alain Cardon qui a accepté mon invitation. Alain Cardon, qui est un coach reconnu en France et aussi à l'international. Donc coach MCC, c'est-à-dire maître coach certifié de l'ICF, donc la Fédération internationale de coaching. D'ailleurs, j'ai fait une école en fait qui était reconnue par l'ICF et j'avais eu la joie, Alain Cardon, de vous voir lors d'un webinaire. C'était il y a quelques mois. Alors voilà, vous êtes l'un des pionniers du coaching en France et vous êtes aussi reconnu à l'échelle internationale. Alors j'aimerais aborder avec vous la question de l'authenticité. Pourquoi? Parce que c'est un terme qu'on entend énormément. Et moi, en tant que coach de vie et d'aisance orale, c'est vrai que les personnes qui sont amenées à prendre la parole en public se posent très souvent cette question-là. Ils m'expriment ce besoin-là, qu'ils aimeraient être authentiques, rester eux-mêmes, même en public. Alors, tout d'abord, je vais vous demander quelle est la posture d'abord d'un coach, puisque c'est votre rôle, d'un coach authentique. Et ensuite, nous verrons qu'est-ce que l'orateur authentique. Alors, c'est intéressant parce que vous avez dit quelle est la posture d'un coach authentique. Et personnellement, je crois que c'est très lié à un sentiment d'imposture. Autrement dit, posture et imposture, c'est très proche. Mais en gros, à mon sens, quand on commence dans quelque chose, on ne se sent pas vraiment validé. C'est comme si on rentre, quand on est dans un système nouveau, on n'a pas l'habitude, on va rentrer dans un costume dont on n'a pas l'habitude. Autrement dit, par exemple, quelqu'un qui vient d'être promu à un nouveau poste supérieur, il ne l'a jamais eu. Donc, dans ce poste, il va se sentir dans une imposture, puisqu'il ne l'a jamais eu, jusqu'à ce qu'il commence à habiter le poste, et à partir de là, il va sentir que le costume, finalement, lui va bien, et il va adopter, finalement, sa posture, son poste. Ce qui fait que dans toute nouveauté, on pourrait se dire, on va se sentir en imposture, et ça va être très difficile de se sentir authentique. C'est-à-dire, ça ne nous appartient pas, où on n'habite pas le poste. Donc, on fait semblant pendant un temps. Et je trouve que vous avez fait référence à des acteurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un acteur, s'il prend un nouveau rôle, il ne le connaît pas, il a besoin d'apprendre le texte par cœur, mot à mot, etc. Et vraiment l'habiter, c'est-à-dire l'apprendre au point de pouvoir le cracher sans réfléchir, ce qui va lui permettre, quand il doit jouer, finalement d'improviser, parce que connaissant le texte sur le bout des doigts, il n'a plus besoin de s'y accrocher. Autrement dit, par le texte, il adopte le personnage. Une fois qu'il a le personnage, il peut lâcher le texte. Alors, finalement, j'ai envie de vous demander, est-ce le costume qui crée la personne ou au contraire, c'est la personne avec son authenticité qui finalement amène quelque chose à son nouveau rôle. Par exemple, vous avez dit le rôle de manager. La personne, si elle souhaite rester authentique, elle peut très bien elle-même modeler, si je puis dire, à son image le poste de manager pour s'y sentir bien. Ou bien, vous considérez que finalement, c'est le rôle, cette posture de manager avec peut-être tout cet imaginaire que la personne a pu se créer en mettant ce costume qui finalement déteint sur elle. Finalement, quelle est la réponse? La réponse est évidente pour un coach systémique, c'est-à-dire que votre question est en soi. Or, c'est les deux, mon capitaine. Je veux dire, c'est évident qu'en apprenant un texte, on apprend quelque part le rôle, et en prenant le rôle, on modifie le texte. Il y a un jeu en corrélation. Alors, en général, on va dire du côté occidental français, les gens vont dire je pense donc je suis. Autrement dit, ils vont dire c'est moi qui influence le rôle, alors qu'un Américain dira j'agis donc je deviens. C'est en faisant qu'on va acquérir la compétence.
On n'est pas compétent en préalable mentalement et ensuite on fait. C'est une illusion. C'est comme si on pouvait tout préparer dans le coin de son cabinet mental et quand on est fin prêt, on va sortir. C'est faux. On sait très bien que l'apprentissage de la marche, ça se fait en marchant. Autrement dit, il y a besoin d'intégrer de l'action dans sa réflexion et de la réflexion dans son action. Ça va ensemble. Alors, quand même, j'ai une école de coaching aussi, mais j'insiste énormément pour que les apprentis coachs répètent et répètent et répètent et répètent des textes, sans forcément se centrer sur l'effet des textes, mais surtout pour intégrer la linguistique précise du coach. Et un bon questionnement, etc., etc. Et en le faisant, petit à petit, ils vont acquérir la posture. Autrement dit, dans l'apprentissage que je propose, c'est par l'action que je propose aux gens, en France surtout, d'acquérir la posture, parce qu'on ne va pas s'inventer une posture intellectuelle, alors qu'on n'a jamais agi, on ne saura pas le faire. Incarner le personnage. Mais c'est plus qu'incarner, c'est comme le piano. Vous avez besoin de faire des centaines d'heures de gamme pour apprendre à jouer au piano. C'est pas intellectuel qu'on incarne le piano. Vous voulez apprendre la natation, il faut faire des milliers de longueurs de piscine pour devenir un bon nageur. On ne va pas intellectuellement incarner la natation. C'est en faisant qu'on apprend. Ça s'appelle un métier. C'est ça que je veux dire par incarner, parce que déjà, pour moi, dans le fait de dire incarner intellectuellement, il y a un contresens, puisque incarner, c'est être dans le corps. C'est vraiment le vivre. C'est le vivre. Dans les mains, l'apprentissage, ça veut dire prendre. Prendre, c'est presque manuel. On apprend, je sais pas, l'informatique. Si quelqu'un m'explique que je touche pas au clavier, je vais oublier tout de suite. S'il me dit de tester et de le faire sur le clavier, ça va s'intégrer dans mes mouvements. Il y a beaucoup plus de chances que je m'en souvienne. Pour aller jusqu'à l'authenticité, c'est qu'au bout d'un certain temps, j'y réfléchis pas. C'est mes mains qui font le travail tout seul. Il y a des gens qui arrivent à un niveau où ils ne jouent pas au piano, c'est presque le piano qui les joue. Ils se mettent devant et c'est parti. Ils font corps avec le piano. À partir de là, on pourrait dire c'est devenu naturel. Mais on n'est pas né comme ça. Exactement. Pardon, ce n'est pas inné, comme vous dites, on n'est pas né comme ça. Alors, c'est intéressant parce que ce que vous me dites, pour moi, là, dans ce que j'entends, votre définition finalement de l'authenticité est extrêmement liée à l'aisance. En tout cas, c'est justement le nom que j'ai choisi pour dire coach en prise de parole en public. Je préfère dire coach d'aisance orale, c'est-à-dire comment gagner en aisance. Et effectivement, c'est en faisant, et je suis d'accord avec vous, que la confiance en soi, il n'y a pas de secret dans le sens où c'est plus on répète une action et plus on devient à l'aise parce qu'on prend cette habitude et plus on a un lâcher prise possible et une capacité d'improvisation. C'est exactement ce que je défends aussi comme vision. Et je vous remercie parce que c'est sympa cette métaphore du pianiste parce que ça m'arrive aussi de la faire, de la faire cette métaphore avec les personnes que j'accompagne en disant exactement ça, qu'il faut effectivement d'abord faire des gammes avant de se lâcher complètement. Alors, surtout dans un domaine qui est un métier, c'est-à-dire que le coaching n'est pas un champ de connaissances. Il n'y a pas un domaine qui s'appelle la coachingologie, comme la sociologie ou la géographie. Il n'y a pas à étudier, je veux dire, l'histoire d'un métier. Par exemple, si vous voulez être conducteur automobile, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'histoire de la voiture. Il faut vous mettre derrière le volant et apprendre à conduire. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe sous le capot. Ça, c'est mécanicien. Donc, un métier, en fait, on l'apprend en le faisant. Il n'y a pas besoin de chauffer des bancs d'école pendant des plombs à apprendre d'où ça vient. Ce n'est pas un champ de connaissances, le coaching. Il n'y a pas de coachingologie. Alors que si on met le coaching dans des mains d'universitaires, ils vont vous prendre de la coachingologie. Mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend à faire, en fait. Un métier, c'est quelque chose que l'on fait pour apprendre. On est apprenti, en fait. Et c'est très intéressant ce que vous dites parce que là, vous parlez de la posture de coach et du métier de coach. Et c'est vrai que tout se rejoint parce que moi, je parlais du fait d'être orateur. Tout à l'heure, on parle aussi d'un acteur. Mais finalement, malgré les différentes casquettes, c'est toujours cette même histoire de
comme vous le dites, on apprend un texte et aussi on répète. Et à force, on devient à l'aise. Parce que c'est vrai que pour ceux qui l'ignorent, c'est vrai que dans le coaching, l'un des principaux outils, c'est cette méthode de questionnement puissant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous faisiez référence à apprendre des questions par cœur pour ensuite être plus à l'aise dans sa posture de coach et après improviser aussi, évidemment, parce que c'est une relation vivante avec le client. Dans le coaching, il y a beaucoup d'autres compétences qui sont moins mises en épingle, mais qui sont, à mon avis, beaucoup plus importantes que le questionnement. Bien sûr, je rebondissais sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'apprendre par cœur. C'est pour que les personnes sachent de quoi l'on parlait. Et c'est vrai que finalement… Oui, mais c'est la linguistique correcte. Mais dans tout, c'est-à-dire de ne pas utiliser le conditionnel, de ne pas passer dans les formulations négatives. Il y a énormément de subtilité, c'est-à-dire que la communication influence. Donc, si je pose, je ne sais pas, une question en disant qu'est-ce que vous aimeriez, je suis en train de poser un contexte affectif plutôt que de dire qu'est-ce que vous voulez, qui est plus affirmatif. Des questions qui peuvent sembler similaires ou des phrases qui peuvent sembler similaires en termes de résultats visés, dans leur forme, véhiculent des tas de subtilités. Et merci Alain Cardon de nous rappeler ça, parce que ça, une fois de plus, on peut faire ce lien avec un orateur qui aimerait gagner en aisance. Justement, on va éviter d'employer les mots peut-être ou du conditionnel également. Et on va plutôt avoir tendance à favoriser des phrases affirmatives ou positives, effectivement, parce que ça aidera à avoir cette aisance. Faire passer un message, ouais. Là, effectivement, je parlerai plutôt d'aisance que d'authenticité. Mais alors, du coup, pour peut-être conclure sur vraiment l'authenticité en tant que telle, c'est-à-dire telle que les personnes me l'expriment quand elles viennent vers moi et qu'elles me disent « j'ai vraiment envie de pouvoir être moi-même, d'être alignée avec qui je suis ». Donc là, on va commencer à questionner les valeurs, mais aussi les besoins et les envies et les aspirations, finalement, pour parler de l'authenticité, puisqu'on en parle énormément dans notre société. Donc, qu'est-ce que ça dit de nous, finalement, cette quête de l'authenticité à tout prix? Comment, finalement, qu'est-ce que cela dit de nos besoins et de nos envies, de nos aspirations? Alors, je ne sais pas trop. Cela dit, à mon avis, il y a pas mal de gens qui utilisent le mot à des niveaux différents. Autrement dit, ils disent être authentique, à la limite, c'est être relationnel, ça peut être mielleux, ça peut être vraiment aligné et quelquefois sans concession. Autrement dit, ça peut être très rigoureux. Être authentique, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc, il y a toute une gamme. Une franchise. Ça peut être, écoutez, j'ai mon positionnement, je ne vais pas en bouger, que ça vous plaise ou pas, c'est être authentique. Ce qui fait que j'entends différentes personnes utiliser le mot, mais selon la personne, le sens n'est pas forcément le même. Oui. Alors, pour moi, c'est quand même le mot alignement est intéressant, c'est être aligné avec ses valeurs, mais aussi avec ses connaissances, avec ses envies, avec sa finalité telle qu'on l'aperçoit, et généralement avec aussi une capacité de dire non. Parce que si une personne ne sait pas dire non, finalement, elle ne sait pas dire oui. Et à elle-même et aux autres. La valeur d'un oui de quelqu'un qui ne sait pas dire non, c'est une girouette, en fait. Donc, c'est important de savoir ce qu'on met derrière ce mot d'authenticité. Et à mon avis, ça aussi, ça vient avec un rodage, c'est-à-dire une expérience où on croit être authentique, mais on se perd, où on revient finalement à quelque chose qui est plus proche de notre âme, au cœur ou alignement, mais ça demande de la pratique. C'est une recherche finalement, encore une fois, une recherche, une découverte, et comme vous dites,
comme vous le dites, ça vient avec le temps, tout comme finalement l'aisance vient avec la pratique. À force de mieux se connaître petit à petit, on apprend à être de plus en plus authentique parce que la plupart des personnes expriment ce besoin de ne pas vouloir porter de masque, hein, c'est ça. Et tout en étant délicat, comme vous dites, sans pour autant blesser l'autre, mais tout en étant vrai. D'ailleurs, on entend souvent ne soyez pas gentil, mais soyez vrai. Bon, ça va peut-être de trouver un équilibre entre les deux finalement. Réussir à être gentil tout en étant vrai. C'est peut-être là le challenge. Et puis de savoir accepter ses émotions, les émotions de l'autre, etc. Je veux dire, une fois, par exemple, j'ai vu un patron d'entreprise assez important qui, lors d'un discours qu'il faisait aux 70 cadres supérieurs de son entreprise, est devenu réellement émotionnel. Sa voix s'est brisée, ça s'est vu, mais il parlait de quelque chose qui était vraiment important pour lui. Et en sortant, il m'a dit « Ouh là là, j'ai été nul là ». Et je lui ai dit « Jamais de ta vie tu as été aussi bon, là, ils vont te suivre jusqu'au bout. Parce que vraiment, tu as fait voir ce qui était important pour toi et ils vont vouloir te suivre. C'est probablement ton meilleur discours. Alors que pour lui, être patron, c'est pas faire voir, c'est pas être dans l'émotion, etc. Ça, c'est signe de faiblesse. Bon, je crois qu'il a depuis grandement évolué, mais il s'est senti fragile, donc pas bon, alors qu'il était fragile, donc vrai. Voilà, merci beaucoup. Ça demande un genre de courage, mais je suis sûr que la deuxième fois, ça se passe mieux, la troisième fois, c'est naturel. Mais c'est difficile d'une certaine façon d'être authentique dans des dimensions qu'on ne se permet pas, pour des raisons sociales, etc. Il y a toutes sortes de niveaux là. Eh ben, merci beaucoup Alain Cardon parce qu'on va terminer avec ce mot de courage que je trouve vraiment, enfin voilà, je trouve que c'est une jolie note finale parce que de repartir avec cette idée en tête que ça demande un certain courage finalement pour se dévoiler, pour finalement se mettre à nu et mettre à jour nos faiblesses autant que nos forces finalement, et que finalement c'est bien cela qui fait que l'on peut au contraire être bon en prise de parole en public, par exemple, grâce à ce courage de pouvoir nous montrer dans notre ensemble sans cacher nos fragilités en fait, et que nos émotions parfois peuvent effectivement toucher les autres puisque cela se transmet évidemment. Faut jamais oublier que c'est un échange entre le public et soi-même. On est dans de la communication, on est dans la relation. Donc ne jamais l'oublier. Alors merci beaucoup Alain Cardon. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci pour ce partage. Et aussi, merci de nous avoir rappelé que le syndrome de l'imposteur se cache souvent derrière cette crainte, finalement, de ne pas être assez à l'aise. Quand on parlait tout à l'heure d'aisance, et par exemple, d'aisance orale. Parce que ça revient très souvent aussi comme terme, hein, syndrome de l'imposteur. En ce moment, on l'entend beaucoup. Donc, c'est comment s'autoriser et se sentir pleinement le droit d'être tel que l'on est, y compris face à un public. Oh, ben ça, c'est avec la pratique. Sinon, on se sent imposteur, on ne l'a jamais fait. Je veux dire, c'est normal. Merci à vous. Merci, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup.